J'ai écrit le chemin d'Iméla après un deuil. Je perds mon père en fait pendant que je suis enceinte et pendant toute la veillée, l'enterrement, tout ça, je ne peux pas être présente à la veillée ni même à l'enterrement, alors que vraiment j'étais vraiment la fille typique assez proche de son père. L'interdiction, Roselyne, elle était due à quoi? Du fait que tu sois enceinte? Ouais, du fait que je sois enceinte. C'est ça. C'est-à-dire qu'on m'explique même pas vraiment le pourquoi du comment. On me dit tu peux pas. Ça a même été plus loin, je veux dire, même pour la messe des 40 jours, j'ai insisté pour venir. Il y en a qui m'ont dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a laissé venir? Je dis, non, vous n'avez pas poussé quand même. Vous n'allez quand même pas pousser. Laissez-moi quand même faire mon processus, tu vois. Il y a une scène dans le livre où je parle justement du syndrome de la gentille fille. J'appelais ça comme ça. C'est que dans notre éducation aussi, on dit oui. On nous a appris, il faut être poli, tiens-toi bien. Quand tu vas là-bas, non, sois gentil. Oh non, on dit pas non. Tu dis. En fait, on se fait des schémas d'autodestruction, mais c'est tellement inconscient qu'on ne réalise pas qu'on est en train de se créer soi-même en fait des munitions contre nous. Bonsoir, Roselyne. Bonsoir Laure. Comment vas-tu? Ah, je vais très bien et toi? Je vais très bien pour ce jour férié. Je vais très bien. Donc, Roselyne, ravie de faire ta connaissance, de te voir et d'échanger de vive voix sur ton livre, hein, Roselyne. C'est ça. Donc, bienvenue chez Ça papote entre nous, que tu connais, qui est un club dédié à l'épanouissement féminin, dont tu es membre. C'est ça. Et donc, pour les personnes qui nous suivent, Roselyne, je voudrais que tu puisses te définir. Comment tu peux te présenter simplement? Bah écoute, Roselyne ici, nouvelle papoteuse, hein. Nouvelle papoteuse dynamique, rêveuse, mais pas que. C'est vraiment une définition de la papoteuse type, en fait, hein. En tout cas. Moi, tu sais que Ça papote entre nous, on aime beaucoup la lecture, on fait des brunchs littéraires et on a beaucoup de femmes autrices et on promouvoit vraiment la lecture. Et je suis vraiment ravie de la sortie de ton livre de ce aujourd'hui qu'on va parler toutes les deux. Et donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Le chemin d'Iméla? Alors, le chemin d'Iméla, ouais. Alors là, plein de choses m'ont donné envie d'écrire ce livre. Déjà, c'est vraiment parti d'une volonté personnelle de marquer sur papier tous les éléments, en fait, qui, au jour où j'ai décidé d'écrire, m'empêchaient, en fait, de me construire de me reconstruire comme je le pensais. C'est-à-dire que j'écris le chemin d'Iméla après un deuil. D'accord. Je perds mon père en fait pendant que je suis enceinte et je le perds, je suis au Congo, voilà. Et pendant toute la veillée, l'enterrement, tout ça, je ne peux pas être présente à la veillée ni même à l'enterrement, alors que vraiment j'étais vraiment la fille typique assez proche de son père. Et donc je le vis très 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 mal. Et pour moi ça a été un déclin, vraiment ça a été un chamboulement énorme de devoir vivre ça, parce que je fais face à la tradition. Je découvre certaines choses en fait que j'ignorais de la tradition. Pour moi, ça n'empêchait pas que je vienne au moins aux obsèques, comme on m'empêche d'aller à l'enterrement, je viens comprendre, mais que je vienne quand même à la veillée de mon père. Je trouvais ça quand même assez gros. Donc les gens venaient me voir chez moi, mais j'ai vraiment très mal vécu cette période-là parce que je ne pouvais pas exprimer ma tristesse comme je voulais. Je ne pouvais pas faire mon deuil aussi comme je voulais. J'ai eu l'impression qu'on m'empêchait d'exprimer ça. Et donc, comme je dis, je suis enceinte et quand j'accouche, en fait, je fais une dépression postpartum. Et sur le coup, moi, je réalise que je ne suis plus la même version de moi. Parce que de base, je suis quelqu'un de très solaire, j'aime bien voir les gens heureux autour de moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Et là, je suis à plat, très sous tension, très nerveuse, très pessimiste, tout ce qui ne me définit pas, en fait, à la base. Et donc, je réalise que ça va pas. Mais je remarque aussi que ça réveille en moi plein de blessures parce que finalement, je sens que j'en veux aux gens. En me disant oui, un tel n'était pas là, un tel n'était pas là, et un tel ne remarque même pas que je me porte mal, et un tel. Et in fine, ça a révélé qu'il y avait des pardons qui n'étaient pas faits, qu'il y a des blessures que je n'avais pas gérées.
Et là, en fait, ça a réveillé qu'il y avait une construction qui n'avait pas, une reconstruction qui n'avait pas été faite après des blessures. Voilà. Et donc, je mets 3 ans, pardon, à me dire, il faut que j'écrive. Mais je fais face à la page blanche à chaque fois que je démarre. Et donc, aujourd'hui, le livre s'appelle Le chemin d'Iméla, mais en réalité, il a eu 5 titres avant. Avant de terminer par ce titre-là. Et donc, c'est vraiment comme ça. L'interdiction, Roselyne, elle était due à quoi? Du fait que tu sois enceinte? Ouais, du fait que je sois enceinte. Donc, donc la tradition Vili du Congo-Brazzaville, dans le sud, veut qu'une femme ne participe pas à la veillée. Donc, c'est pour cela. Et là, en l'occurrence, ce que je comprends, c'est que comme c'est mon père, et donc du coup, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on m'explique même pas vraiment le pourquoi du comment. On me dit, tu peux pas. Tu peux pas, voilà. On me dit même pas que c'est pour me protéger. On me dit pas, non, on veut pas, on a peur que tu aies un choc émotionnel et tout. Non, on me dit, non, tu peux pas. Tu es enceinte, tu ne peux pas venir. Et ça a même été plus loin. Je veux dire, même pour la messe des 40 jours, quand j'ai insisté pour venir, il y en a qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a laissé venir? Je dis, non, vous n'avez pas poussé quand même. Vous n'allez quand même pas pousser. Laissez-moi quand même faire mon processus, tu vois. Mais bon. C'est pour ça aussi que je parle quand même de la tradition de manière un peu plus positive quand même dans mon roman. Mais du coup, j'ai eu un regard différent sur tout ça. Du coup, je me suis dit, attends, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, tellement de choses qu'on ne nous explique pas. Et quand ça tombe sur toi comme ça, à un moment de ta vie quand même assez particulier, ça pousse à la réflexion. Parce qu'il y a le problème des non-dits dans la tradition. Souvent, on ne prend pas le temps d'expliquer, c'est ce qui est un peu dommage, et ça fait que naître des frustrations et comme tu l'as dit, des incompréhensions. Et ça, c'est une chose malheureusement qu'on essaye, qu'on aimerait voir évoluer, prendre le temps vraiment de nous expliquer la tradition. C'est ça. Tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit que ce livre avait eu 5 titres avant. Pourquoi avoir choisi du coup Le chemin d'Iméla? Pourquoi? Parce que déjà, le Iméla, parce que Iméla, en fait, en Yoruba, ça veut dire merci. Et il y a un chant chrétien que j'aime beaucoup qui est dans le titre Iméla. Et en fait, le chant dit merci à Dieu. Voilà, c'est un chant d'action de grâce. Et quand j'ai écrit ce livre, c'était vraiment aussi pour moi un moment d'action de grâce. Parce que je voulais écrire quelque chose qui me libère. En fait, ce livre a été pour moi un exutoire. Et donc, le chemin d'Iméla, pourquoi chemin? Parce que c'est un parcours d'une version que j'étais, mais en réalité, que je n'appréciais pas, à une nouvelle version de moi, parce que c'était pas du tout la même version d'avant, mais une meilleure version de moi, tu vois. Et donc, du coup, c'est un chemin de reconstruction. Et d'où le chemin. Et d'où la couverture, d'ailleurs, où on voit une femme qui se dirige vers une lumière. Et le Iméla, vraiment pour la notion d'action de grâce, la notion de remerciement. Et d'ailleurs, le sous-titre, c'est de la reconnaissance à la renaissance. Voilà, donc de la reconnaissance de son état, de sa situation, des personnes aussi de valeur qu'on peut avoir autour de nous, qui sont en fait des piliers qui vont nous emmener vers une renaissance, en fait. C'est très profond ce que tu es en train de nous faire découvrir au travers du titre de ton livre. Donc, et je suis curieuse de connaître les autres propositions que tu avais comme nom de livre. Alors, j'ai eu Une vie nouvelle. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre en fait? S'aimer autrement. Il y a eu ça aussi. Et il y en a après, franchement, il y en a même temps, je m'en souviens pas. Il y en a un autre, c'était le titre d'une chanson. Mince. C'était une chanson très populaire. D'ailleurs, c'était une chanson, un tube de la chanson française. C'était un monsieur qui chante pour son fils. Et j'aimais beaucoup les paroles. Parce que je les ai beaucoup écoutées pendant ma grossesse, justement. Parce que j'étais enceinte d'un garçon. Tu dis quoi? Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine. Oui, j'ai eu ça aussi. J'ai eu Mon fils, ma bataille aussi. Et j'en ai eu un autre. Slimane. Il y avait Slimane et Vita. Oui. Je crois que c'est ça, non? Je pense qu'il faut un chant comme ça. Je crois qu'il y a un chant, genre un chant d'amour sur un enfant. Et j'avais aussi ça comme titre.
Il y avait aussi ça comme titre. Mais après, voilà, ça tournait à chaque fois autour de l'amour. Parce que c'est un roman qui parle aussi d'amour, Oui. d'amour pour soi, d'amour pour les autres. Et voilà, quoi. Donc, le choix du titre du livre est très important parce que ça indique ce que tu veux transmettre au Exactement. lecteur de ton livre. Ouais. Et est-ce que tu peux nous le dire de façon claire? Qu'est-ce que tu veux transmettre dans ce livre? Vraiment, ce que je veux transmettre dans ce livre, c'est que au dernier mot, c'est-à-dire que quand la lectrice ou le lecteur Mm. le termine, déjà que ça l'emmène que ça l'emporte vers plusieurs réflexions, Mhm. mais qui se dit surtout, j'ai toutes mes blessures d'avant, je dois les regarder et je dois penser à ma restauration, à ma reconstruction. Donc, je peux dire penser à soi, se reconstruire, un peu comme on voit l'image de la chenille qui devient papillon et qui se déploie. Donc, Tu as tout j'assume mes compris. blessures, je les surmonte et je m'ouvre et je deviens une nouvelle version de moi. C'est ça, tu as tout compris. Tu as tout compris. Parce qu'en fait, si tu veux, le chemin d'Imela, vraiment, c'est l'histoire même d'Imela. C'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de plein d'autres femmes que je côtoie, soit dans mon quotidien ou dans les cadres associatifs et tout. Vraiment, j'échange avec beaucoup de femmes et j'ai remarqué qu'il y avait toujours, de manière récurrente, euh, l'impact genre de la déception amoureuse qui apparaissait et que beaucoup de femmes n'arrivaient pas à se relever de certains chagrins. En apparence, comme ça, on les voit dynamiques, on les voit bien, souriantes et tout. Mais au fond d'elles, il y a des questions qui sont là, qui sont récurrentes. Et des fois, il y a des limites qu'on se pose et une zone de confort qui en réalité est une prison, Oui. mais qui est liée justement à plein de blessures qu'on a eu du mal à gérer. Tu vois, le coup de la trahison, du rejet, du sentiment d'abandon. Beaucoup de femmes, en fait, se retrouvent piégées là-dedans, en fait. Et je voulais, du coup, pouvoir écrire un livre en disant, parce que moi, je faisais le deuil par rapport à mon père, mais je me suis dit, en fait, ma réflexion était de me dire, c'est un deuil par rapport à quelqu'un que tu as perdu, mais en fait, en réalité, le sentiment est le même, parce que c'est quelqu'un que tu aimes, c'est quelqu'un, tu es attaché à cette personne-là, et j'avais le sentiment qu'on m'avait retiré quelqu'un. Bon, c'est le cheminement de ma vie, hein, il est parti très vieux, mon père, hein. Mais n'empêche que ça crée un chagrin et ça crée du coup ce deuil-là qui a été difficile à gérer en fait. Et ça fait naître justement plein d'interrogations dans mais comment les gens font effectivement pour gérer de gros chagrins amoureux en fait. Et là, en échangeant avec des copines, avec plein de gens, et j'ai noté que vraiment beaucoup avaient tourné la page, mais pas vraiment, tu vois. Mais pas vraiment. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans cette écriture, sur ce chemin-là de reconstruction, sur ce chemin d'interrogation. Parce qu'il met là pour beaucoup de questions, c'est beaucoup de réflexions. Et ben voilà quoi. Là, aujourd'hui, Laure, la majorité des femmes qui l'ont déjà lu, il y en a beaucoup qui m'écrivent, hein, j'ai au moins un retour jour. Et pour celles qui ont vraiment vécu, pas forcément le deuil, la perte d'un père comme moi, qui a été l'élément déclencheur, mais qui pourtant ont eu des ruptures amoureuses ou des trahisons dans un foyer ou ce genre de choses, beaucoup se sont reconnus dans Imela. Mais vraiment, dans la majorité des cas, elles se sont reconnues dans le personnage. Tu as fait la transition parce que c'était la deuxième partie de l'interview. Moi, je m'apprêtais à te poser parce que tu sais, comme Ça papote, c'est vraiment axé sur les femmes, sur l'épanouissement féminin. Et moi, je voulais aborder avec toi cette partie que tu nous as déjà décrite, comment ce livre peut aider les femmes dans leur propre parcours. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que d'après les retours que j'ai, et c'est ce que je voulais, c'est que c'est un livre, comme je disais tout à l'heure, qui t'emmène à la réflexion, de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que je me suis pardonné? Comment je m'aime? Tu vois? Est-ce que je n'ai pas, est-ce que ça m'a tellement fait mal parce que j'ai aimé l'autre plus que je me suis aimé moi? Est-ce que ça me fait pas autant mal parce qu'il y a des valeurs de ma vie, des valeurs à moi dans mon système de pensée que je n'ai pas su exprimer et du coup qui ont été bannies? Oui. Tu vois? Est-ce que
finalement, je n'ai pas dit oui quand il fallait dire non. Oui, oui. Tu vois. En fait, c'est plein de questions comme ça auxquelles Imela répond, mais qui en fait, en réalité, sont des questions de nous toutes. On s'est vraiment, je pense qu'on s'est toutes posé ces questions au moins une fois dans notre vie, dans différents domaines de notre vie, en fait. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le livre où je parle justement du syndrome de la gentille fille, j'appelais ça comme ça. C'est que dans notre éducation aussi, on dit oui. On nous a appris, il faut être poli, tiens-toi bien. Quand tu vas là-bas, non, sois gentil. Oh non, on dit pas non, tu dis. Et en fait, finalement, ça devient comme un système de pensée chez nous. Et même dans les relations de couple, mais on va dire oui. Même quand on veut dire non, on va faire plaisir à l'autre puisqu'on se fait plaisir. En fait, on se fait des schémas d'autodestruction, mais c'est tellement inconscient qu'on ne réalise pas qu'on est en train de se créer soi-même, en fait, comment dire, des munitions contre nous. On est en train de charger l'arme qui va tirer sur nous. C'est ça, exactement. Et après, le jour où on tire sur nous, on se dit quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ah non, ah non, ah non, mais pourquoi? Et tout, parce que oui, ça fait mal de se dire, attends, c'est comment ça? Oui. Et tu vois, et c'est vraiment le but même du livre, c'est ça, c'est d'emmener le lecteur ou la lectrice, parce que j'ai un lecteur, au niveau des lecteurs, c'est marrant, le premier retour d'homme que j'ai eu, c'est quelqu'un qui s'est justement vu dans le gars qui trahit. Il me dit, ah, j'imaginais même pas que ça en faisait autant mal aux femmes et tout. Parce qu'à un moment donné, je fais vraiment un chamboulement d'émotions comme ça, dans tous les sens, en dessous. Et il dit, ah, Roselyne et tout. Je lui dis, mais oui, vous voyez comment vous faites mal aux femmes. Il dit, parce que vous dites, allez, tu vas ghoster quelqu'un, tu te parce que toi, tu as la lâcheté de ne pas pouvoir dire à quelqu'un droit dans les yeux, d'avoir une explication et tu disparais. Non. C'est vrai que c'est vraiment ça. C'est vraiment poussé. Moi, ce que j'entends dans tout ce que tu es en train de dire, c'est vraiment pousser à des prises de conscience auprès des femmes. C'est vraiment se dire d'abord s'aimer, parce que moi, je crois, avant de donner de l'amour, avant d'être épanoui dans des relations, il faut d'abord s'aimer, se connaître ses valeurs et voir si ça matche ou pas, parce qu'on veut tellement réussir une relation qu'on dit amen à tout. Et après, quand ça ne nous convient plus, on est dans une situation d'inconfort. Et quand la personne s'en va, on s'est dit, j'ai fait tous ces sacrifices, j'ai fait tout ce qu'il me demandait, mais il est quand même parti. Mais peut-être parce que c'était pas toi. Parce que quand on fait quelque chose qui est contre ses propres valeurs, on le fait pas correctement et ça se ressent. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris, en fait, de ce que tu viens de me décrire. Et est-ce que tu penses que ton livre peut être perçu comme un guide ou une forme de libération ou de reconstruction, homme comme femme, hein, comme tu dis, il y a des hommes qui ont pris conscience que certaines de leurs réactions pouvaient créer des gros chagrins à côté. Est-ce que tu pourrais nous dire que ça peut être perçu comme un guide ou une forme de libération? Ce que tu penses? Ouais, moi je pense sincèrement que ce livre est un exutoire. Je pense vraiment qu'effectivement il libère. Je pense que pour moi, rien que le fait d'en mener à une prise de conscience, c'est une forme de délivrance. Tu vois, le fait de commencer à se poser les bonnes questions, c'est déjà commencer à chercher la réponse et c'est un chemin vers la reconstruction. Tu vois. Donc je suis vraiment convaincue sur le fait que c'est un guide. Enfin, j'ai un critique littéraire justement qui travaille avec la maison d'édition qui a fait un retour dessus et il disait que vous soyez croyant ou non, que vous soyez en reconstruction ou non, ce livre est un véritable doudou. Et dit voilà, elle dit si jamais vous vous levez de mauvaise humeur, vous avez l'impression que tout autour de vous ne tourne pas rond, lisez-le et vous verrez combien ça vous fera du bien. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et je sais pas, cette dame-là, parce que moi je parle de foi aussi dans mon livre, je suis quelqu'un de très ancré dans ma foi et j'aime bien mettre ça en avant parce que ça fait partie de mon identité. Et j'ai bien aimé le fait qu'elle puisse se dire, voilà, croyant ou pas, ce livre va vous faire du bien. Et donc je pense que c'est vraiment un véritable exutoire, quoi. Parce que j'ai des amis musulmans pareils qui l'ont lu, ils se sont reconnus dedans alors que moi je suis chrétienne. Donc ouais, c'est un guide. Et c'est un guide, mais je crois que
même si tu t'es pas présentée avec on va dire ta fonction, comme tu es pharmacienne, est-ce qu'on peut pas dire que c'est un médicament que tu es en train de nous Voilà. donner inconsciemment? Franchement, non, c'est vraiment ça. À la bonne posologie, Oui. c'est un médicament pour l'âme. Et donc, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que l'émotion que tu veux transmettre dans ce livre, ce serait lequel? Quelle est l'émotion que tu veux transmettre au travers de ton livre? La sérénité. Là, comme ça, tout de suite, c'est la sérénité. Voilà. Moi, je crois que c'est lié au fait que tu sois docteur en pharmacie. Tu réveilles, tu dis, bon, tu étais malade, ressaisis-toi, tu t'es reconstruite, maintenant, sois sereine et avance. Est-ce que c'est pas ça? Tu sais, on a une déformation professionnelle sans se rendre compte, hein, ça transpire. Est-ce que c'est pas ça? Moi, je suis sûre. Hein. Il y a peut-être qu'il y a un peu de ça, tu sais. C'est parti de la perte de ton père, de la frustration de ne pas avoir fait ton deuil, ce poids de la tradition et ces douleurs que tu as voulu exprimer, montrer aux femmes et aux hommes qui te lisent. Et tu me dis que l'émotion serait la sérénité. Donc, moi, j'en déduis que au lieu de dire un guide, on va dire que c'est vraiment un médicament pour les peines. Ouais. Tu nous arrives. Vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment un médicament pour les peines, c'est un médicament pour tous les bobos émotionnels. C'est un médicament contre les blessures de l'âme. C'est vraiment ça. Et même si je sais qu'il faut lire le livre, mais je voudrais savoir quel est le conseil que tu donnerais à une femme qui traverse une période difficile actuellement, qui a, comme disent les jeunes, le goumin, qui a une grosse peine actuellement. Quel est le conseil que tu lui donnerais? Peut-être que tu aussi dans le livre. Hein. Je suis sûre que tu as mis plein de pépites dans le livre, plein de conseils. Mais quel est le conseil? À la limite, en fait, ce que j'aimerais faire là pour répondre à cette question, c'est même lire une partie du livre. Moi, je vais le lire. Je suis en train de le lire. Tranquillement, je prends mon temps. En fait, il y a un chapitre où j'écris une lettre, enfin, où Imela écrit une lettre à son ancienne version. Et donc, du coup, pour cette femme-là, qui justement a vécu en Goumin et voilà, est bloquée, je vais lui dire ceci. Donc, la lettre, c'est lettre à celle que j'ai été, parce qu'elle va regarder vers son passé, vers la personne qu'elle veut plus être. Ma chère Imela, je t'écris depuis un endroit que tu ne connais pas encore. Un endroit où la lumière a percé l'ombre, les larmes sont devenues des semences et les silences ont en fait trouvé leur voie. Tu es encore là-bas, à espérer, à rêver, à craindre, à te retenir. Tu portes en toi une foi immense, mais aussi des attentes qui te fragilisent. Tu crois que l'amour, c'est te perdre pour être choisi. Tu penses que le don de toi suffira à mériter le bonheur, mais laisse-moi te dire, ma chère Imela, tu n'as rien à prouver. Tu as été trahi, mais tu n'es pas trahison. Tu as été rejeté, mais tu n'es pas rejetable. Tu as été blessé, mais tu n'es pas ta blessure. Tu es une œuvre rare, une lumière qu'aucune nuit ne peut éteindre. Et un jour, tu te relèveras. Pas parce qu'un homme viendra te sauver, mais parce que tu auras choisi de te retrouver. Tu vas pleurer, oui. Tu vas t'interroger. Tu vas remettre en question jusqu'à ta foi. Mais, je prends ma page. Au bout du processus, tu te tiendras debout, entière, reconnue, restaurée. Tu donneras vie à tes rêves. Tu parleras à d'autres femmes, à des jeunes filles. Tu seras une voix, une main tendue, un repère. Tu aimeras à nouveau, pas par besoin, mais par choix. Et cette fois, tu seras aimé en retour, dans la vérité, dans le respect, dans l'harmonie. Alors à toi, mon moi du passé, je ne t'en veux pas. Tu as fait de ton mieux, tu as aimé avec sincérité. Mais maintenant, repose-toi, je prends le relais. Magnifique. Voilà la réponse pour elle. C'est magnifique. Et moi, je suis en train de le lire, hein, donc, et j'incite
toutes les papoteuses et toutes les femmes ou les hommes, tout le monde. Dis-moi, comment on peut se procurer ton livre en France? Mais il est disponible dans toutes les librairies de France et à la Fnac, en ligne, à Cultura. Amazon C'est chez l'éditeur aussi. Amazon, oui, Amazon. Voilà, vraiment, franchement, sur toutes les plateformes. D'accord. On voit de plus en plus de femmes écrire, pour mon grand bonheur. Et moi, je voudrais avoir ton impression. Pourquoi c'est important que les femmes écrivent aussi? Parce que je pense que les femmes ont une sensibilité que les hommes ne peuvent pas exprimer. Et je pense aussi que les femmes traversent des fois des tourments qu'elles seules peuvent comprendre, en fait, entre femmes. Et donc, c'est important que leur plume ne soit plus cachée. C'est important, peu importe leur style d'écriture, c'est important justement qu'elles libèrent leurs mots pour guérir justement des mots MAUX. Parce que nos mots sont similaires, parce que des fois nos parcours sont similaires, chacune dans son continent, dans son pays, whatever, mais on a beaucoup de similitudes et que c'est bien, justement, j'encourage ça, que la femme puisse du coup traverser ces barrières-là d'hier et qu'elle puisse dire haut et fort ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, et si c'est par l'écriture, mais qu'elle le fasse. Je trouve ça très bien, franchement. Tu as tout dit, c'est ce que je pense aussi. Et qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent encore à croire en elles? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces femmes-là? Lancez-vous. Après, je pense que beaucoup ont des manuscrits déjà. Je sais que même parmi celles qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont déjà des manuscrits cachés quelque part et qui se disent qu'est-ce qu'on va penser? Le syndrome de l'imposteur, il est toujours là pour te donner l'impression que tu n'es pas légitime. Moi-même, j'ai longtemps hésité avant de finalement même faire lire mon manuscrit. Je me suis sentie pas légitime aussi. Vraiment en mode encore un truc, qu'est-ce qu'on va pas dire? Est-ce que les gens vont pas se dire elle a pas géré un gourmand là alors que maintenant elle est dans un foyer? Que les gens mélangent un peu les histoires et tout, alors qu'en fait pas du tout. Et voilà. Et en fait vraiment c'est quand j'ai pensé profondément que ce livre devait sortir, pas pour moi, mais parce qu'il devait servir à d'autres personnes. À ce moment-là, toute ma générosité a pris la place. Et la raison est revenue, quoi. Et je me suis dit, je vais me lancer. Je vais tout faire pour qu'il sorte. Je vais l'envoyer aux maisons d'édition. Et puis après, s'il faut que ça prenne, ça prendra. Mais j'ai jeté mon filet et voilà. Donc, franchement, ce que je vous dis, jetez votre filet. Jetez votre filet. Et surtout, si vous pensez que ce que vous écrivez peut être une solution au problème de quelqu'un, soyez la solution pour la vie de quelqu'un. C'est tout à fait ça. Qu'elles se lancent, ces femmes, que les manuscrits sortent et nous, on est là, les lectrices, on va lire. Et je crois que l'histoire d'une autre femme, il y a quelqu'un qui vit la même chose et ça reste un rôle modèle. Les difficultés, comment elle les surmonte, c'est le meilleur médicament, moi, je pense, si on utilise les termes pour pouvoir sortir vraiment de sa zone de confort, pouvoir casser les plafonds de verre, pouvoir s'épanouir, se sentir bien. Et la lecture nous aide dans ce côté-là. Moi, je suis curieuse de savoir quels sont tes prochains projets, Roselyne. Les secrets. Moi, je veux. Bon, déjà là, je suis sur la tournée du chemin d'Imela pour vraiment le promouvoir à Pointe-Noire parce que je suis au Congo. Ensuite, faire Brazzaville aussi. Voilà, essayer de le promouvoir aussi là-bas. Je suis aussi en train de travailler à un jeu de cartes justement qui va accompagner les lecteurs sur la reconstruction. Parce qu'une fois qu'on l'a lu, c'est bien. Et en fait, l'idée, ça a été de justement toutes les réflexions que je me suis posées pendant que j'écrivais le livre, j'ai transformé tout ça en jeu de cartes. Voilà, qui va aussi aider justement à se poser les bonnes questions de qu'un jeu, à jouer en couple, entre amis, et tout ça toujours sur le même parcours de reconstruction. Donc ça, c'est un peu le prochain bébé, le prochain projet justement qui devrait naître à la suite du roman. Très bien. Et nous, on t'attend sur Paris parce que faut que tu viennes nous parler du livre, faut que tu viennes rencontrer les autres. C'est pas fauteuse, oui, avec plaisir, franchement. Donc, avec plaisir, on t'attend sur Paris pour. Moi, je vais le lire de toutes les manières et
je vais demander on va faire un avis, on va partager sur les réseaux, sur Ça Papote et laisser des avis sur Amazon, sur les sites sur lesquels tu es en train de vendre ton livre. Bah, vraiment, Roselyne, merci pour ce moment de partage. Merci pour la sincérité, pour s'ouvrir, parce que on dit que quand on écrit un livre, on s'ouvre aux lectrices que nous sommes, on va découvrir la femme merveilleuse que tu es et la femme qui veut que toutes celles qui te lisent deviennent aussi merveilleuses. Yeah. Et on espère que toutes ces femmes vont trouver leur chemin d'Imela. Merci, clairement, oui. En tout cas, merci beaucoup, merci Laure, merci, c'était un moment super agréable et merci à toutes les papoteuses qui écoutent ce podcast et à toutes celles qui vont justement trouver leur chemin de reconstruction. Et il y a un hashtag que je mets en dessous de tous les retours que je reçois et que je repartage, c'est « Vos vies sont bénies ». Voilà, donc vos vies sont bénies. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bisous, bisous. Bisous.